Je m'appelle Dolores et j'ai 66 ans. Depuis 5 ans que Harold est mort, je pensais avoir construit quelque chose de beau avec ma famille. Je pensais que l'amour que je leur avais déversé, les sacrifices que j'avais faits, l'argent que j'avais dépensé étaient des investissements dans des relations qui comptaient. J'avais tort. Tu sais quoi, grand-mère? Le meilleur cadeau d'anniversaire que tu pourrais me faire serait que tu meures enfin pour qu'on puisse se partager l'argent. Ces mots sont venus de mon petit-fils de 17 ans, Axel, alors qu'il se prélassait dans ma cuisine, mangeant des céréales dans un bol qui coûtait plus que ce que certaines personnes gagnent en une semaine. Il l'a dit si nonchalamment, comme s'il commentait la météo. Sa cuillère a cliqueté contre la porcelaine fine pendant qu'il parlait, le son résonnant dans ma poitrine comme une cloche funèbre. J'étais debout devant la cuisinière, préparant ses pancakes aux myrtilles préférés pour ce que je pensais être un doux petit déjeuner entre grand-mère et petit-fils. La pâte était parfaitement mélangée. La plaque chauffante était à la bonne température. La vapeur s'élevait de la poêle, emportant l'odeur chaude de vanille et de beurre qui remplissait habituellement notre cuisine de réconfort. Mais à ce moment-là, tout est devenu froid. Ma main s'est figée sur la spatule. Le pancake que je retournais est retombé dans la poêle avec un bruit mouillé. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas comme du verre qui se brise, mais comme de la glace se formant dans mes veines. Pendant 66 ans, j'avais vécu en croyant que la famille signifiait quelque chose. Que le sang créait des liens qui ne pouvaient être rompus. Que l'amour, le vrai amour, existait entre les personnes qui partageaient votre nom et votre histoire. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» ai-je murmuré en me retournant lentement. Axel n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Il faisait défiler quelque chose, calculant probablement combien d'argent il hériterait quand je serais parti. Ses cheveux sombres tombaient sur son front de la même manière que ceux de son grand-père Harold. Mais il n'y avait aucune de la chaleur d'Harold dans ses yeux. Ils étaient froids, calculateurs, prédateurs. Allons, grand-mère. Ne fais pas la choquer. On sait tous que tu vieillis. Maman et papa parlent toujours de tout l'argent qu'on aura quand tu seras parti. Tu as eu une belle vie. La cruauté désinvolte de ces mots m'a coupé le souffle. C'était l'enfant que j'avais aidé à élever. Le garçon que j'avais emmené à des matchs de baseball, pour qui j'avais acheté des crampons chers, payé les frais de scolarité de son école privée quand ses parents prétendaient ne pas en avoir les moyens. C'était le petit-fils qui s'était assis sur mes genoux il y a quelques années à peine, écoutant des histoires sur son grand-père, promettant qu'il prendrait toujours soin de sa grand-mère quand elle serait vieille. J'ai fouillé dans la poche de mon tablier et j'ai senti le petit enregistreur numérique que je portais toujours. C'était une habitude que j'avais développée après la mort d'Harold, enregistrant des conversations avec des avocats, des médecins, toute personne qui pourrait plus tard prétendre que j'avais mal compris quelque chose d'important. Être veuve m'avait appris à me protéger avec des preuves. Mes doigts ont trouvé le bouton d'enregistrement et l'ont pressé silencieusement. Axel, mon chéri, c'est une chose terrible à dire. Tu ne le penses pas vraiment. Il a finalement levé les yeux et j'ai vu quelque chose dans son expression qui m'a glacé le sang. De l'impatience. Comme si j'étais une serveuse lente qui mettait trop de temps à apporter sa commande. Écoute, grand-mère, soyons réalistes. Tu as 66 ans. Tu as été beaucoup malade ces derniers temps. Maman dit que tu auras probablement besoin d'une maison de retraite bientôt de toute façon, et ça va juste bouffer tout l'argent. Ne serait-ce pas mieux pour tout le monde si tu partais, tu sais, paisiblement? Alors moi, maman et papa pourrions vraiment utiliser l'argent pour des choses importantes. Je veux acheter une Tesla quand j'aurai 18 ans la semaine prochaine. Sais-tu combien ça coûte? Je savais exactement combien elle coûtait. 60 000 $. Je le savais parce qu'Axel laissait entendre depuis des mois qu'il en voulait une, et j'avais en fait envisagé de lui en offrir une pour son 18e anniversaire. L'ironie me retournait l'estomac. Des choses importantes, ai-je répété, la voix creuse. Et je suppose que garder ta grand-mère en vie n'est pas important. Il a haussé les épaules, un geste si désinvolte qu'il a semblé être une gifle physique. Tu as déjà vécu ta vie. Je commence juste la mienne. En plus, qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent? Tu restes juste assise dans cette grande maison toute la journée. Au moins, nous, on en ferait quelque chose d'amusant. Les pancakes brûlaient. Je pouvais les sentir, mais je ne pouvais pas bouger. Je suis resté là, regardant mon petit-fils, ce jeune homme que j'avais aimé inconditionnellement, réduire toute mon existence à un obstacle gênant entre lui et une voiture de sport.
Tes parents pensent la même chose, ai-je demandé doucement. Tu plaisantes? Papa fait des recherches sur les maisons de retraite depuis des mois. Il a trouvé un endroit en Floride qui ne coûte que 3000 $ par mois. Maman dit qu'une fois que tu y seras, tu nous oublieras probablement de toute façon. Donc, ce sera une situation gagnant-gagnant. 3000 $ par mois. Je donnais actuellement à cette famille 8000 $ chaque mois pour couvrir leur hypothèque, leur paiement de voiture, leur carte de crédit et l'argent de poche d'Axel. 8000 $ qui provenaient de l'assurance vie qu'Harold m'avait laissée. De l'argent qui était censé me durer pendant mes années dorées. J'ai pensé à Harold alors, à la façon dont il s'asseyait dans cette même chaise où Axel était maintenant assis, me lisant le journal du matin avec un café. Harold m'apportait des fleurs sauvages du jardin et me disait que j'étais toujours aussi belle que le jour où il m'avait épousée. Il n'aurait jamais imaginé que le petit-fils qui portait son nom s'assiérait un jour sur sa chaise et souhaiterait la mort de sa femme. Grand-mère, les pancakes brûlent. La voix d'Axel m'a ramené au présent. J'ai éteint le feu et j'ai regardé les pancakes noircis, les voyant comme une métaphore parfaite de cette conversation. Quelque chose qui avait commencé de manière douce et prometteuse, ruiné par la négligence et la cruauté. J'ai raclé les pancakes brûlés dans le broyeur, le bruit de broyage masquant les larmes qui commençaient à couler. Quand je me suis retourné, Axel était parti. Son bol de céréales vide était sur le comptoir, et je pouvais entendre sa voiture démarrer dans l'allée. Il avait obtenu ce pourquoi il était venu, le petit déjeuner et l'occasion de dire à sa grand-mère qu'elle devrait mourir pour sa convenance. Et maintenant, il continuait sa journée. Je suis resté seul dans ma cuisine, entouré des attributs d'une vie que je croyais pleine d'amour. Les appareils électroménagers coûteux que j'avais achetés en espérant créer de chaleureux souvenirs de famille. La table à manger où nous avions partagé des milliers de repas. Les photographies sur le réfrigérateur montrant des anniversaires, des remises de diplômes, des vacances, tous les moments que j'avais documentés en croyant qu'ils étaient la preuve de notre lien. Mais en regardant ces photos maintenant, j'ai commencé à les voir différemment. Sur chaque photo, c'était moi qui tendais la main. C'était moi qui souriais le plus, qui serrait le plus fort dans mes bras, qui donnait le plus. Et tous les autres ne faisaient que suivre le mouvement. Je suis allé dans ma chambre et je me suis assise lourdement sur le bord du lit qu'Harold et moi avions partagé pendant 44 ans. Son oreiller portait encore une légère trace de son après-rasage, même après 5 ans. J'y ai pressé mon visage et je me suis laissé pleurer pour la première fois depuis ses funérailles. Quand les larmes ont finalement cessé, j'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit et j'ai sorti un petit journal en cuir. C'est là que j'enregistrais des choses depuis la mort d'Harold. Pas seulement des informations financières, mais des observations sur ma famille qui m'avaient troublé. Des schémas que j'avais remarqués mais ignorés. Des commentaires qui semblaient cruels, mais que j'avais excusés comme des blagues ou des malentendus. Maintenant, en lisant ma propre écriture, j'ai vu la vérité qui me regardait en face depuis des années. Ce n'était pas une famille. C'était un arrangement commercial. Et j'étais la vache à lait que tout le monde attendait d'abattre. J'ai pris mon stylo et j'ai écrit l'entrée du jour. Axel m'a dit que le meilleur cadeau d'anniversaire que je pourrais lui faire serait ma mort pour qu'il puisse se partager mon argent. Il a 17 ans et me voit déjà comme rien de plus qu'un distributeur automatique avec une date d'expiration. En écrivant, quelque chose a changé en moi. Le chagrin était toujours là, brut et douloureux, mais il était rejoint par autre chose, quelque chose de plus dur et de plus froid. Si ma famille me voyait comme rien de plus qu'une source d'argent, alors il était peut-être temps de leur montrer à quoi ressemblait la vie sans cette source. J'ai fermé le journal et je suis allé à ma fenêtre, regardant le jardin qu'Harold et moi avions planté ensemble. Les roses étaient en fleurs, leurs pétales rouges vifs contrastant avec les feuilles vertes. Harold disait que les roses étaient la preuve que les belles choses pouvaient avoir des épines, que parfois les plus belles fleurs étaient celles qui pouvaient faire saigner si on ne faisait pas attention en les manipulant. Debout là, à regarder ces roses se balancer dans la brise de l'après-midi, j'ai réalisé qu'il était peut-être temps pour cette rose particulière de montrer ses épines. Après tout, s'ils étaient si impatients que je meure, peut-être devraient-ils faire l'expérience de ce que cette perte signifierait réellement. Pas l'argent qu'ils s'attendaient à hériter, mais le vide qui serait laissé derrière quand quelqu'un qui avait tout donné cesserait enfin de donner. L'enregistreur numérique était toujours dans ma poche, sa lumière rouge clignotant silencieusement. La preuve de ce que mon petit-fils pensait vraiment de moi. La première pièce d'un puzzle que je commençais à peine à comprendre. Mais la compréhension n'était que le début.
Ce que je ferai de cette compréhension déterminerait si je passerai mes dernières années comme une victime de leur cupidité ou comme quelqu'un qui a finalement appris à se protéger des personnes qui étaient censées l'aimer le plus. 3 jours après le commentaire dévastateur d'Axel, j'ai fait une découverte qui a tout changé. Ce que j'ai trouvé ce jeudi soir n'était pas seulement la preuve de la cupidité de ma famille. C'était la preuve d'une conspiration calculée qui se tramait juste sous mon nez. J'étais allé en voiture chez Livia et Quentin pour déposer des documents dont ils avaient besoin pour le refinancement de leur hypothèque. Des documents pour lesquels je les aidais parce qu'ils prétendaient ne pas pouvoir payer les frais d'avocat. L'ironie de la situation ne m'échappait pas maintenant, sachant qu'ils planifiaient simultanément ma disparition pour pouvoir hériter de l'argent qu'ils pensaient que j'avais. Leur maison était une modeste maison coloniale de 2 étages que je les avais aidés à acheter il y a 8 ans avec un acompte de 40 000 $. Les paiements hypothécaires, l'assurance et la plupart de leurs factures mensuelles provenaient directement de mon compte chèque. Debout sur leur porche avec une enveloppe pleine de documents financiers, j'ai réalisé que je tenais littéralement la preuve de la manière dont j'avais complètement soutenu cette famille. J'ai sonné, mais personne n'a répondu. La voiture de Livia était dans l'allée, et je pouvais voir des lumières allumées dans le salon, donc je savais qu'ils étaient à la maison. J'ai essayé de frapper, puis j'ai décidé d'utiliser la clé de rechange qu'ils m'avaient donnée il y a des années pour les urgences. Après tout, je payais pratiquement pour la maison. En entrant dans le hall, j'ai entendu des voix venant de la cuisine. Des voix familières, mais parlant sur des tons que je n'avais jamais entendus auparavant. Bas, urgent, conspirateur. Ma fille Livia, mon gendre Quentin, et sans aucun doute mon petit-fils Axel. J'aurais dû m'annoncer. J'aurais dû appeler et leur faire savoir que j'étais là. Au lieu de cela, quelque chose m'a fait me figer sur place et écouter. Plus tard, je réaliserai que c'était un instinct de survie qui s'était enfin manifesté après des années d'aveuglement volontaire. Le truc, c'est qu'il faut être malin, disait Quentin. Sa voix avait ce ton qu'il utilisait pour discuter d'affaires, calculé et froid. On ne peut pas juste attendre en espérant qu'elle meure naturellement. Elle pourrait vivre encore 20 ans et d'ici là, il ne restera plus rien. Surtout si elle a besoin de soins de longue durée, a ajouté Livia. Sais-tu combien coûtent ces endroits ? On pourrait tout perdre. Mon cœur s'est arrêté. Il parlait de moi comme d'un portefeuille d'actions qu'il devait liquider avant qu'il ne perde de sa valeur. Alors, qu'est-ce que tu suggères ? A demandé Axel. Et je pouvais entendre l'empressement dans sa voix de 17 ans, la même voix qui m'appelait autrefois la meilleure grand-mère du monde. Je dis qu'il faut l'encourager à faire des changements, a poursuivi Quentin. La faire déménager en résidence assistée le plus tôt possible. Une fois qu'elle y sera, on pourra obtenir une procuration. Prétendre qu'elle n'est pas mentalement compétente pour gérer ses propres finances. Je me suis plaqué contre le mur, ma main couvrant ma bouche pour ne pas laisser échapper un cri. Il n'attendait pas seulement ma mort. Il prévoyait de me faire déclarer incompétente pour pouvoir voler mon argent pendant que j'étais encore en vie. Comment on fait ça ? A demandé Livia. Elle est vive comme l'éclair. Tout le monde le sait. Pas tout le monde, a dit Quentin, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. J'ai documenté des incidents, des petites choses, des moments où elle a oublié quelque chose ou semblait confuse sur les dates. J'ai constitué un dossier. Quel genre de dossier ? A voulu savoir Axel. Des dossiers médicaux, principalement. J'ai découvert que le docteur Peterson a pris sa retraite l'année dernière, donc maman voit un nouveau médecin, quelqu'un qui ne connaît pas son histoire. Je l'ai accompagné au rendez-vous et j'ai orienté la conversation, mentionnant que nous sommes préoccupés par sa mémoire, ses capacités de prise de décision. Mon sang s'est glacé. Quentin avait saboté mes soins médicaux, semant le doute sur mes capacités mentales auprès d'un médecin qui ne me connaissait pas assez bien pour voir à travers la manipulation. C'est brillant, a soufflé Livia. Dans combien de temps pourrons-nous officialiser ça ? Quelques mois de plus, peut-être. La clé est d'y aller progressivement. On ne peut pas précipiter ce processus où ça aura l'air suspect. Et l'argent ? A demandé Axel. De combien on parle vraiment ? J'ai retenu mon souffle, attendant d'entendre leur estimation de ma valeur nette. Ce que j'ai entendu ensuite m'a presque fait tomber par terre. Eh bien, il y a la maison, évidemment. Elle vaut au moins 500 000 $ maintenant, a dit Quentin. Ensuite, il y a les comptes de placement, l'épargne, l'argent de l'assurance vie d'Harold. La dernière fois que j'ai vérifié, on est à près de 3 millions au total. 3 millions de $. Il pensait que je valais 3 millions de $.
La vérité, c'est qu'il me restait environ 800 000 $. Le reste, l'argent de l'assurance vie d'Harold, notre épargne retraite, tout ce que nous avions construit en 44 ans de mariage avait été dépensé pour cette famille. L'école privée pour Axel, l'hypothèque de Livia et Quentin, les paiements de voiture, les vacances, les dépenses d'urgence, les factures médicales et d'innombrables autres demandes qui avaient lentement drainé mes ressources. Mais je ne leur avais jamais dit combien j'avais réellement dépensé. Je n'avais jamais voulu qu'ils se sentent coupables d'accepter mon aide. Ils continuaient donc à croire que j'étais assis sur une fortune qui n'existait tout simplement plus. 3 millions, a sifflé doucement Axel. C'est assez pour ma Tesla, plus l'université, plus tout ce que je veux après ça. N'oublie pas qu'on a aussi des dépenses, lui a rappelé Livia. Papa et moi avons du mal à tout suivre. Cette maison, les voitures, nos cartes de crédit. On a autant besoin de cet argent que toi. Il y en a assez pour tout le monde, a dit Quentin diplomatiquement. L'important, c'est de s'assurer d'en prendre le contrôle avant qu'elle ne fasse quelque chose de stupide avec. Comme quoi, a demandé Livia. Comme le donner à une œuvre de charité ou décider de voyager à travers le monde, ou pire, se remarier. Tu sais comment sont ces vieilles femmes seules. Elles sont vulnérables aux beaux parleurs qui veulent profiter d'elles. L'ironie était stupéfiante. Il s'inquiétait que quelqu'un d'autre profite de moi alors qu'il complotait activement pour faire exactement cela. Alors, quel est notre calendrier, a insisté Axel. Je pense qu'on commencera à lui mettre plus de pression après ton anniversaire la semaine prochaine, a dit Quentin. On commencera à suggérer que vivre seul n'est pas sûr pour quelqu'un de son âge. Peut-être mentionner quelques incidents où elle a semblé confuse ou oublieuse. L'habituer à l'idée qu'elle a besoin de plus d'aide qu'elle ne l'admet. Et ensuite ? A incité Livia. Ensuite, on l'aidera à choisir un bel établissement, confortable mais pas trop cher. On veut préserver autant que possible le patrimoine. Et si elle refuse ? A demandé Axel. Elle n'aura pas le choix si elle est déclarée incompétente, a expliqué patiemment Quentin, comme s'il donnait un séminaire d'affaires. Une fois qu'on aura la procuration, on prendra toutes les décisions. Où elle vit, comment son argent est dépensé, tout. J'en avais assez entendu, plus qu'assez. J'ai reculé silencieusement vers la porte d'entrée, mon cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il l'entendrait dans la cuisine. Mes mains tremblaient en tournant la clé dans la serrure et en me glissant à nouveau dehors. Assise dans ma voiture dans leur allée, j'ai regardé la maison que je les avais aidés à acheter, digérant ce que je venais d'apprendre. Ce n'était pas une réunion de famille sur des préoccupations normales. C'était une conspiration calculée pour me frauder, me voler mon indépendance et me parquer dans un établissement bon marché pendant qu'ils vivraient de l'argent que j'avais passé 44 ans à gagner et à économiser. Le pire, ce n'était même pas l'argent. C'était la manière méthodique et professionnelle avec laquelle ils avaient discuté de la destruction de ma vie. Il n'y avait aucune émotion dans leur voix, aucune culpabilité ou hésitation. Ils parlaient de me faire déclarer incompétente de la même manière qu'ils pourraient discuter du refinancement d'un prêt ou du choix d'une destination de vacances. J'ai repensé aux commentaires d'Axel 3 jours plus tôt sur le fait que le meilleur cadeau d'anniversaire serait ma mort. Maintenant, je comprenais que la mort serait en fait gênante pour eux. Ils avaient besoin de moi vivante mais impuissante, une vache à lait qu'ils pourraient traire jusqu'à ce que le dernier sou soit parti. En rentrant chez moi par les rues familières du quartier où j'avais vécu pendant 23 ans, j'ai senti quelque chose de fondamental changer en moi. Le chagrin et le choc du commentaire d'Axel étaient toujours là, mais ils étaient rejoints par quelque chose de plus dur et de plus dangereux, la clarté. Pour la première fois depuis des années, je voyais ma famille avec une clarté absolue. Non pas à travers le prisme de l'amour, de l'espoir et de l'aveuglement volontaire, mais avec la concentration aiguisée de quelqu'un qui avait finalement cessé de trouver des excuses à un comportement inexcusable. Ils pensaient que j'étais une vieille femme naïve qui pouvait être facilement manipulée. Ils pensaient que j'étais si désespéré de leur amour que je ne remettrais jamais en question leurs motifs ou que je ne me protégerais jamais de leur complot. Ils pensaient que j'étais faible, vulnérable et stupide. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils se trompaient. De retour chez moi, je suis allé dans ma chambre et j'ai ouvert le tiroir où je gardais mes papiers importants. Derrière mon acte de naissance et ma carte de sécurité sociale se trouvait quelque chose que j'avais espéré ne jamais avoir besoin. Un deuxième testament, que j'avais rédigé et fait notarier il y a 5 ans, juste après la mort d'Harold, quand je me sentais paranoïaque à l'idée de m'assurer que mes affaires étaient en ordre. Ce testament était très différent de celui que ma famille connaissait.
Le testament officiel que mon avocat avait déposé laissait tout à Livia et, par son intermédiaire, à Axel. Mais ce deuxième document, cette police d'assurance que j'avais créée dans un moment de prudence de veuve, avait une liste de bénéficiaires très différente. J'ai sorti l'enveloppe scellée et je l'ai tenue dans mes mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait un document qui allait tout changer. Un document qui représentait un choix que j'avais espéré ne jamais avoir à faire. Mais après ce que j'avais entendu ce soir, j'ai réalisé que ce n'était pas vraiment un choix. C'était une question de survie. J'ai ouvert mon journal et j'ai écrit « Ils pensent que j'ai 3 millions de dollars. Ils n'ont aucune idée que j'en ai déjà dépensé la majeure partie pour eux. Ils prévoient de me faire déclarer incompétente et de voler ce qui reste. Ils pensent que je suis faible, confuse et facile à manipuler. » J'ai fait une pause, le stylo planant au-dessus de la page, puis j'ai ajouté « Ils ont tort sur toute la ligne, et ils sont sur le point de découvrir à quel point ils ont tort. » Demain, c'était vendredi. La semaine prochaine, Axel aurait 18 ans et s'attendrait à son cadeau d'anniversaire de 50 000 dollars. La semaine d'après, ils prévoyaient de commencer leur campagne pour me faire déclarer incompétente et institutionnalisée. Mais j'avais mes propres plans maintenant. Des plans qu'ils ne pouvaient pas imaginer et qu'ils ne verraient pas venir avant qu'il ne soit bien trop tard pour les arrêter. Après tout, ils voulaient me traiter comme une vieille femme idiote qui ne comprenait pas ce qui se passait autour d'elle. Il était peut-être temps de leur montrer à quel point cette vieille femme idiote avait tout compris depuis le début. Le matin après avoir découvert la conspiration de ma famille, je me suis réveillé avec un étrange sentiment de calme. Pour la première fois depuis des années, je ne me demandais pas si j'étais trop sensible ou si j'interprétais mal leur comportement. J'avais entendu la vérité de mes propres oreilles, l'avais enregistrée sur mon appareil numérique, et maintenant je savais exactement où j'en étais. Je n'étais plus leur grand-mère et mère bien-aimée. J'étais leur cible. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur cible les observait depuis bien plus longtemps qu'ils ne m'observaient. Pendant qu'ils pensaient être malins avec leur petit complot, je documentais leur comportement dans mon journal depuis des mois. Chaque commentaire cruel déguisé en blague, chaque demande financière justifiée comme un besoin temporaire, chaque manipulation déguisée en inquiétude pour mon bien-être. J'avais juste eu trop peur de croire ce que les preuves me disaient. Maintenant, j'étais prête à mener mon propre test. J'ai commencé avec Livia. Ma fille a appelé ce vendredi matin comme elle le faisait chaque semaine, soi-disant pour prendre de mes nouvelles, mais en réalité pour surveiller ma situation financière. « Salut, maman. Comment te sens-tu aujourd'hui ?» Sa voix avait ce ton artificiellement doux qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. « En fait, je suis inquiète pour quelque chose, dis-je, m'installant dans le vieux fauteuil d'Harold avec mon café du matin. J'ai eu une réunion avec mon conseiller financier hier et il m'a dit quelque chose de troublant. Je n'avais eu aucune réunion de ce genre, bien sûr, mais j'avais besoin de voir à quelle vitesse la nouvelle se propagerait dans mon réseau familial. Quel genre de choses ? La voix de Livia s'est aiguisée d'intérêt. Eh bien, tu sais comment je vous ai aidé, toi et Quentin, avec l'hypothèque et d'autres dépenses. J'ai fait une pause, laissant la question en suspens. Il s'avère que j'ai peut-être été plus généreuse que je n'aurais dû. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah, maintenant elle avait l'air vraiment inquiète. Mon conseiller dit qu'au rythme où je dépense, je devrais peut-être réduire considérablement mes dépenses. Il s'inquiète pour ma sécurité financière à long terme. Le silence à l'autre bout du fil a duré plusieurs secondes. Quand Livia a finalement parlé, sa voix était soigneusement contrôlée. De quelle ampleur de réduction parlons-nous ? Pas de « est-ce que ça va ?» ou « que pouvons-nous faire pour aider ?» juste une préoccupation immédiate sur la façon dont cela pourrait affecter leur liquidité. Il a suggéré que je devrais peut-être réduire le soutien mensuel que je vous donne de 8 000 à peut-être 2 000, juste le temps que je puisse mieux gérer ma situation. 2 000 ? La voix de Livia est montée d'un ton. Maman, ça ne couvrira même pas notre paiement hypothécaire. On compte sur cet argent. Je sais, ma chérie, et je suis désolé, mais je dois aussi penser à mon propre avenir. Et si j'ai besoin de soins de longue durée un jour ? Ces établissements sont si chers. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça, a dit Livia rapidement. S'il arrive quelque chose, on s'occupera de toi. Tu n'as pas besoin d'accumuler de l'argent pour une maison de retraite. Accumuler de l'argent ? Comme si garder assez pour prendre soin de moi dans ma vieillesse était une sorte de défaut de caractère. Je l'espère, ma chérie. Mais mon conseiller dit que je dois être plus prudente. Il a même suggéré que je devrais envisager de vendre cette maison.
Peut-être déménager dans quelque chose de plus petit, plus gérable. Vendre la maison? La voix de Livia était pleine d'alarme. Maman, tu ne peux pas faire ça. Cette maison a tellement de valeur sentimentale. Papa a construit ce jardin pour toi. Tous tes souvenirs y sont. Intéressant de voir comment la valeur sentimentale comptait soudainement alors qu'elle pouvait affecter son héritage. Je sais que ce serait difficile, dis-je tristement. Mais si je la vendais, je pourrais investir l'argent et avoir un revenu stable. Peut-être même augmenter le soutien que je peux vous donner, à toi et à Axel. Je pouvais pratiquement entendre les rouages tourner dans sa tête, calculant si une somme forfaitaire de la vente de la maison pourrait être meilleure que des paiements mensuels. Laisse-moi en parler à Quentin, a-t-elle finalement dit. Peut-être que nous pourrons trouver des alternatives. Tu ne devrais pas avoir à prendre de grandes décisions comme ça toute seule. C'est très gentil de ta part, ma chérie. J'espérais que tu dirais ça. La famille doit rester unie, n'est-ce pas? Après avoir raccroché, je me suis assise et j'ai lancé le chronomètre de mon téléphone. Je voulais voir combien de temps il faudrait pour que cette crise financière fabriquée me revienne par d'autres membres de la famille. Il a fallu exactement 3h17. Quentin a appelé en premier, sa voix douce et concernée, de cette manière professionnelle qu'il utilisait avec les clients difficiles. Dolores, Livia m'a dit que tu avais des soucis financiers. J'espère que ça ne te dérange pas, mais je serais heureux de jeter un œil à ton portefeuille. Parfois, ces conseillers financiers essaient d'effrayer les clients plus âgés pour qu'ils fassent des changements inutiles. C'est très attentionné de ta part, Quentin, mais je ne suis pas sûr d'être prête à partager tous ces détails pour le moment. C'est très personnel. Bien sûr. Bien sûr. Mais, tu sais, si tu t'inquiètes des coûts des soins de longue durée, il y a peut-être des stratégies que nous pourrions explorer. Des moyens de protéger tes actifs tout en t'assurant d'obtenir les soins dont tu as besoin. Protéger mes actifs? Il voulait dire les cacher pour que je puisse bénéficier de l'aide gouvernementale tout en préservant leur héritage. Quel genre de stratégie? Ai-je demandé innocemment. Eh bien, parfois, il est judicieux de transférer des actifs aux membres de la famille à l'avance. De cette façon, ils ne sont pas comptabilisés lors de la détermination de l'éligibilité à certains programmes. C'est parfaitement légal et ça garantit que l'argent reste dans la famille, là où il doit être. Là où il doit être. Comme si l'argent que j'avais gagné et économisé leur appartenait naturellement au lieu de m'appartenir. Ça a l'air compliqué, dis-je. Et ça ne signifierait pas que je renoncerais au contrôle de mon propre argent? Pas nécessairement. On pourrait créer une fiducie, s'assurer que tu as toujours accès à ce dont tu as besoin tout en protégeant le reste. Je connais d'excellents avocats spécialisés dans la planification pour les personnes âgées. Je parie que oui, ai-je pensé. Des avocats qui vous aideraient à voler mon argent légalement. Laisse-moi y réfléchir, dis-je. Tout ça est très accablant. Bien sûr, mais Dolores, s'il te plaît, ne prends pas de décision majeure sans nous en parler d'abord. On se soucie de toi, et on veut s'assurer que tu ne te fasses pas avoir par des gens qui n'ont pas tes meilleurs intérêts à cœur. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. 2 heures plus tard, Axel a appelé. Mon petit-fils de 17 ans, qui avait souhaité ma mort il y a moins d'une semaine, était maintenant soudainement préoccupé par mon bien-être financier. Grand-mère, maman m'a dit que tu avais des problèmes d'argent. Est-ce que tout va bien? Je ne sais pas si j'appellerais ça des problèmes exactement. J'ai juste besoin d'être plus prudente avec mes dépenses. Est-ce que ça veut dire que tu ne pourras pas me donner les $50 000 pour mon anniversaire? Voilà. Pas de préambule, pas de réelle préoccupation pour ma situation, juste une question directe sur la façon dont cela pourrait affecter sa manne attendue. Je ne sais pas encore, mon chéri. $50 000, c'est beaucoup d'argent. Peut-être qu'on pourrait trouver un cadeau plus petit qui te ferait quand même plaisir. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Mais tu avais promis, a-t-il dit finalement. Et je pouvais entendre la pétulance dans sa voix. Je comptais sur cet argent. J'ai déjà choisi la voiture que je veux. Je sais, et je suis désolé, mais parfois les circonstances changent. Peut-être qu'au lieu d'une voiture, on pourrait regarder quelque chose de plus pratique. Un bel ordinateur portable pour l'université ou des vêtements. Un ordinateur portable? Sa voix s'est élevée d'indignation. Grand-mère, tout le monde de mon âge a un ordinateur portable.
Je n'ai pas besoin d'un autre ordinateur portable. J'ai besoin d'une voiture. Besoin, ai-je répété. Axel, tu as déjà une voiture. La Honda que je t'ai achetée l'année dernière. Ce tas de ferraille? C'est embarrassant. Tous mes amis ont de belles voitures. Je ne peux pas arriver à l'université en Honda Civic. La Honda Civic qui m'avait coûté 22 000 $, qu'il qualifiait maintenant de tas de ferraille parce qu'elle n'affichait pas correctement son statut. Chérie, il y a des gens de ton âge qui seraient reconnaissants d'avoir n'importe quelle voiture. Ouais, eh bien, je ne suis pas les autres. Je suis ton petit-fils. Tu es censé vouloir de bonnes choses pour moi. Le sentiment de droit était à couper le souffle. Dans son esprit, mon amour était directement proportionnel à la somme d'argent que j'étais prête à dépenser pour lui. Si je ne pouvais pas me permettre de lui acheter une Tesla, cela signifiait que je ne me souciais pas de son bonheur. Je veux de bonnes choses pour toi, dis-je doucement. Mais peut-être que nous avons des idées différentes sur ce que signifient de bonnes choses. Peu importe, a-t-il marmonné. Je suppose que je devrais trouver autre chose. Après qu'il ait raccroché, je suis restée assise dans le fauteuil d'Harold pendant longtemps, réfléchissant aux 3 conversations que je venais d'avoir. Ma crise financière fictive avait révélé tout ce que j'avais besoin de savoir sur les vrais sentiments de ma famille. Aucun d'entre eux n'avait exprimé une réelle préoccupation pour mon bien-être. Aucun n'avait proposé de m'aider à traverser une période difficile. Leur seule inquiétude était de savoir comment mes problèmes d'argent imaginaire pourraient affecter leur accès à mon argent bien réel. Mais la partie la plus révélatrice était la rapidité avec laquelle ils avaient tous sauté sur la même solution, je devais leur donner le contrôle de mes actifs pour ma propre protection. Ils n'étaient même plus subtils à ce sujet. Ce soir-là, j'ai appelé mon vrai conseiller financier, Martin Henderson. Martin gérait les investissements d'Harold et les miens depuis 12 ans, et il était l'une des rares personnes à connaître le véritable état de mes finances. Dolores, dit-il chaleureusement quand sa secrétaire me l'a passé. Comment allez-vous? Je n'ai pas eu de vos nouvelles depuis notre bilan trimestriel le mois dernier. Je vais bien, Martin, mais je dois vous demander quelque chose. Si je voulais apporter des changements importants à ma planification successorale, quel serait ce processus? Quel genre de changement envisagez-vous? Disons que je voulais supprimer mes bénéficiaires actuels et en désigner de nouveaux. À quelle vitesse cela pourrait-il être fait? Il y eut une pause. Martin connaissait ma situation familiale, savait à quel point je soutenais financièrement Livia et Quentin. Est-ce que tout va bien, Dolores? Tout devient très clair, dis-je. Ce qui est différent d'aller bien, mais c'est un progrès. Des changements comme cela peuvent être faits relativement rapidement si vous en êtes certaine. Êtes-vous certaine? J'ai pensé au souhait désinvolte d'Axel pour ma mort. J'ai pensé à la réunion de conspiration que j'avais surprise. J'ai pensé aux 3 appels téléphoniques d'aujourd'hui qui avaient confirmé tout ce que je craignais sur les motivations de ma famille. J'en suis certaine, dis-je. Quand pouvons-nous nous rencontrer? Que diriez-vous de lundi matin? 10 heures, parfait. Et Martin, je veux que vous prépariez plusieurs options différentes. Je pourrais faire des changements très importants. Après avoir raccroché, j'ai traversé ma maison, la regardant avec des yeux neufs. Cette maison que Livia était si préoccupée que je vende. La maison où Harold et moi avions construit notre vie ensemble, où nous avions élevé notre fille, où nous avions rêvé de vieillir, entourés de gens qui nous aimaient. C'était toujours une belle maison pleine de beaux souvenirs. Mais c'était aussi un sanctuaire pour une vie qui n'existait plus. Harold était parti et la famille que je pensais que nous avions créée ensemble n'était qu'une illusion maintenue par mes contributions financières mensuelles. Il était peut-être temps d'arrêter de vivre dans un sanctuaire du passé et de commencer à construire quelque chose de réel pour l'avenir qui me restait. Dans ma chambre, j'ai ouvert mon journal et j'ai écrit « Aujourd'hui, je les ai testés. Ils ont complètement échoué. Ils ne me voient pas comme une personne avec mes propres besoins, peurs et droits. Ils me voient comme une ressource à gérer et finalement à consommer. Le test est terminé. Maintenant, c'est l'heure des résultats. Dehors, le jardin qu'Harold et moi avions planté ensemble était en pleine floraison. Rose, marguerite, rose trémière, toutes les fleurs que nous avions choisies parce qu'elles reviendraient année après année, créant quelque chose de beau qui durerait. Mais même le plus beau jardin avait besoin d'entretien. Et parfois, entretenir signifiait arracher les mauvaises herbes qui étouffaient tout le reste. Demain, c'était samedi. La fête d'anniversaire d'Axel était vendredi prochain.
D'ici là, je devais avoir toutes mes pièces en place. Car si ma famille voulait me traiter comme une vieille femme naïve qui pouvait être facilement manipulée, j'allais leur montrer exactement à quel point cette vieille femme était vraiment naïve. Lundi matin, j'avais pris tous les rendez-vous nécessaires. Martin Henderson, mon conseiller financier, Robert Chen, mon avocat successoral, et le docteur Patricia Williams, une gérontopsychiatre que Martin m'avait recommandée. Chacun d'eux avait maintenant des copies de mes enregistrements numériques, de mes entrées de journal et d'une chronologie détaillée du comportement de ma famille au cours des 6 derniers mois. Je ne me protégeais plus seulement. Je constituais un dossier en béton. Les modifications de mon testament ont été exécutées mardi. Le transfert d'actifs a commencé mercredi. Jeudi, exactement une semaine après avoir surpris cette conversation dévastatrice dans la cuisine de ma fille, tout était en place. Vendredi matin s'est levé, vif et clair. Le 18e anniversaire d'Axel. Le jour où il s'attendait à recevoir 50 000 $ et où il apprendrait à la place ce qui arrive quand on souhaite la mort de sa grand-mère. J'avais invité toute la famille à dîner pour célébrer l'anniversaire marquant d'Axel. Livia avait été ravie de l'invitation, pensant probablement que cela signifiait que je me sentais généreuse malgré mes prétendus soucis financiers. Quentin s'était porté volontaire pour aller chercher un gâteau à la pâtisserie chère du centre-ville. Axel était maussade mais coopératif, attendant sans doute que son acompte pour la Tesla se matérialise au dessert. Ils sont arrivés à 18h précises, tout sourire et fausse affection. Livia a apporté des fleurs de l'épicerie, des chrysanthèmes qui avaient coûté peut-être 12 $. Quentin portait le gâteau cher comme si c'était sa généreuse contribution aux festivités. Axel portait une nouvelle chemise que j'avais probablement payée avec son argent de poche mensuel. « Joyeux anniversaire, mon chéri », dis-je en serrant mon petit-fils dans mes bras. Il était tendu dans mes bras, impatient de passer les politesses et d'arriver à la partie des cadeaux. Nous avons bavardé pendant le dîner. Rôti de bœuf, le plat préféré d'Axel, avec de la purée de pommes de terre et des haricots verts du jardin qu'Harold et moi avions planté. La conversation était guindée, artificielle. Chacun jouait son rôle dans cette mascarade familiale, mais la tension sous-jacente était palpable. Finalement, alors que je servais le gâteau, Livia a abordé ce à quoi ils pensaient tous. « Alors, maman, comment s'est passée ta réunion avec le conseiller financier cette semaine ? Les choses s'améliorent ? » En fait, dis-je en coupant des tranches précises de gâteau au chocolat, les choses sont beaucoup plus claires. J'ai pris des décisions importantes concernant mes finances. Quentin se pencha en avant avec intérêt. Quel genre de décision ? J'ai posé le couteau et j'ai regardé autour de la table les 3 personnes qui avaient passé la semaine dernière à comploter pour me voler mon indépendance et mon argent. Eh bien, j'ai réalisé que Martin, c'est mon conseiller, avait absolument raison sur une chose. J'ai été bien trop négligente avec mon argent. On t'a dit qu'on t'aiderait à trouver un meilleur plan, a dit Livia rapidement. Tu n'as pas à gérer ça toute seule. C'est très généreux de votre part, dis-je, ma voix parfaitement calme. Mais je l'ai déjà géré. J'ai apporté des changements importants pour protéger mes actifs et assurer ma sécurité à long terme. Axel leva enfin les yeux de son gâteau, une lueur d'inquiétude traversant son visage. Quel genre de changement ? Eh bien, d'abord, j'ai déplacé la plupart de mes liquidités dans une fiducie qui ne peut être utilisée que pour mes soins médicaux et mes dépenses quotidiennes. C'est complètement protégé maintenant. Le silence qui s'est abattu sur la table était assourdissant. J'ai continué à couper le gâteau comme si je parlais de la météo. J'ai aussi pris des dispositions pour mes soins futurs. Si jamais je deviens incapable de gérer mes propres affaires, un service de tuteur professionnel interviendra. Je n'aurai jamais à m'inquiéter d'être exploité par des gens qui n'ont peut-être pas mes meilleurs intérêts à cœur. La fourchette de Quentin a cliqueté contre son assiette. Dolores, ça semble un peu extrême. La famille devrait s'occuper de la famille. Je suis tout à fait d'accord, dis-je, le regardant droit dans les yeux. La famille devrait s'occuper de la famille. Ils devraient se protéger les uns les autres. Ils ne devraient jamais, jamais conspirer pour se voler les uns les autres. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Le visage de Livia est devenu pâle. « Maman, de quoi parles-tu » J'ai fouillé dans la poche de mon pull et j'ai sorti mon petit enregistreur numérique. Je l'ai posé sur la table à côté du gâteau d'anniversaire, sa surface argentée brillant sous la lumière du lustre. Je parle de la conversation que vous avez eue jeudi soir dernier.
Celle où vous avez discuté de me faire déclarer mentalement incompétente pour pouvoir voler mon argent. Celle où vous avez prévu de me parquer dans un établissement bon marché pendant que vous vivriez de mes économies. La bouche d'Axel s'est ouverte. Quentin a commencé à parler, mais j'ai levé la main. S'il vous plaît, laissez-moi finir. J'ai été très patiente à vous écouter tous comploter. Maintenant, c'est à votre tour d'écouter. J'ai appuyé sur le bouton de lecture de l'enregistreur. La voix de Quentin a rempli la salle à manger, claire comme du cristal et totalement accablante. Je dis qu'il faut l'encourager à faire des changements. La faire déménager en résidence assistée le plus tôt possible. Une fois qu'elle y sera, on pourra obtenir une procuration. Prétendre qu'elle n'est pas mentalement compétente pour gérer ses propres finances. Je l'ai laissé jouer pendant 30 secondes avant d'appuyer sur stop. Le silence qui a suivi était absolu. 27 minutes, dis-je d'un ton conversationnel. C'est le temps que vous avez passé à discuter de la meilleure façon de détruire ma vie. Très minutieux, très détaillé, très enregistré. Livia regardait l'appareil comme si c'était un serpent venimeux. Maman, tu ne comprends pas. On s'inquiétait juste pour toi. Inquiet pour moi? J'ai ri, et le son était assez aigu pour les faire tous sursauter. Laissez-moi vous jouer une autre partie. J'ai avancé rapidement jusqu'à la voix d'Axel. 3 millions. C'est assez pour ma Tesla plus l'université plus tout ce que je veux après ça. Axel est devenu blanc. Grand-mère, je ne le pensais pas, oh, mais si, tu le pensais, les jeux interrompus. Tout comme tu le pensais quand tu m'as dit que le meilleur cadeau d'anniversaire que je pourrais te faire serait ma mort pour que vous puissiez vous partager l'argent. Oui, j'ai aussi enregistré cette conversation. J'ai fouillé dans mon autre poche et j'ai sorti une enveloppe Kraft, la posant à côté de l'enregistreur. Ceci contient des copies de tous mes enregistrements, mes entrées de journal documentant votre comportement au cours de la dernière année, et des déclarations de 3 professionnels de la santé confirmant que je suis tout à fait saine d'esprit. Il contient également des copies des nouveaux documents juridiques que j'ai exécutés cette semaine. Quentin a retrouvé sa voix le premier, bien qu'elle soit sortie comme un murmure rauque. Quel genre de documents juridiques? Un Nouveau Testament, pour commencer. L'Ancien laissait tout à Livia et Axel. Celui-ci a des bénéficiaires entièrement différents. Qui? La voix de Livia était à peine audible. La Société américaine du cancer, la banque alimentaire locale, l'hôpital pour enfants où je faisais du bénévolat. Des organisations qui aident réellement les gens au lieu de les exploiter. Axel s'est levé d'un bond, sa chaise raclant contre le parquet. Tu ne peux pas faire ça. Cet argent est censé être à nous. En fait, dis-je, toujours assise calmement, les mains jointes, cet argent est à moi. Je l'ai gagné. Je l'ai économisé. Et je peux le laisser à qui je veux. Mais nous sommes ta famille. La voix de Livia s'est brisée de désespoir. L'êtes-vous, ai-je demandé doucement. Parce que les membres de la famille ne conspirent généralement pas pour se voler les uns les autres. Les membres de la famille ne souhaitent pas la mort les uns des autres. Les membres de la famille ne complotent pas pour faire déclarer leurs parents âgés incompétents et les enfermer. On ne serait jamais allé jusqu'au bout, a dit Quentin rapidement. On discutait juste des options. Pendant 27 minutes en grand détail, y compris des calendriers et des méthodes spécifiques, ai-je ajouté. J'ai repris l'enregistreur. Voudriez-vous que je joue la partie où vous avez discuté des maisons de retraite les moins chères? C'est insensé, a dit Axel, sa voix s'élevant. Tu nous punis pour avoir eu une conversation privée. Une conversation privée sur la destruction de ma vie et le vol de mon argent, ai-je répondu. Oui, je suppose que je vous punis pour ça. Je me suis levé lentement, me sentant étrangement calme malgré le chaos qui éclatait autour de moi. Il y a plus, dis-je. J'ai aussi pris des dispositions pour que mon soutien financier mensuel cesse immédiatement. Les 8 000 $ que je vous donnais chaque mois, ça s'arrête aujourd'hui. Livia a halté. Maman, on ne peut pas se le permettre. Vous vous débrouillerez, dis-je. Après tout, vous êtes tous les deux des adultes capables. Vous vous en sortiez avant que je commence à vous aider, et vous pouvez vous en sortir à nouveau. Tu détruis cette famille, a accusé Quentin, son sang-froid professionnel s'effritant enfin. Non, dis-je fermement. Vous avez détruit cette famille quand vous avez décidé de me voir comme rien de plus qu'une source d'argent. Quand vous avez appris à votre fils que la mort de sa grand-mère serait un cadeau d'anniversaire.
Quand vous avez comploté pour me voler mon indépendance et ma dignité. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé le jardin d'Harold où les roses étaient encore en fleurs malgré l'automne approchant. Je vous aimais, dis-je sans me retourner. Tous. Je vous aurais donné tout ce dont vous aviez besoin, je vous aurais soutenu dans n'importe quelle crise, j'aurais été là pour vous quoi qu'il arrive. Tout ce que je voulais en retour, c'était d'être traité avec un respect et une décence de base. Maman, s'il te plaît. Livia pleurait maintenant. On peut arranger ça. On peut recommencer. Je me suis retourné pour leur faire face et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. Quelque chose qui aurait pu être la paix. Non, dis-je. On ne peut pas. Parce que ce n'est pas une erreur ou un malentendu. C'est ce que vous êtes, ce que vous avez toujours été. J'ai juste finalement arrêté de vous trouver des excuses. Axel me regardait avec quelque chose qui approchait de la haine. Alors c'est tout? Tu vas juste nous couper complètement les ponts. Vous vous êtes coupé les ponts vous-même, ai-je répondu. Au moment où vous avez décidé que je valais plus pour vous morte que vivante. Je suis allé à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. L'air frais du soir s'est engouffré dans la maison. Je pense qu'il est temps pour vous de partir maintenant. Prenez votre gâteau avec vous. Je n'en aurai plus besoin. Ils sont sortis en silence, stupéfaits. Quentin portait le gâteau cher comme un accessoire d'une pièce qui s'était mal terminée. Livia s'est arrêtée à la porte, des larmes coulant sur son visage. Maman, ce n'est pas comme ça que les familles sont censées fonctionner. Tu as raison, dis-je doucement. Les familles sont censées s'aimer et se protéger. Elles sont censées chérir le temps qu'elles ont ensemble. Elles sont censées se voir comme précieuses, pas comme des obstacles à surmonter. J'ai commencé à fermer la porte, puis j'ai fait une pause. Joyeux anniversaire, Axel, ai-je lancé à mon petit-fils, qui se tenait à côté de la voiture de son père, les mains serrées en poing. J'espère que tu as eu tout ce que tu méritais ce soir. Alors que leur voiture quittait mon allée, j'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, soudainement épuisé. C'était fait. Après 66 ans à croire que la famille était tout, j'avais finalement appris à me mettre en premier. La maison semblait différente maintenant. Plus calme, mais pas vide. Propre, comme un nouveau départ. Je suis retourné dans la salle à manger et j'ai regardé la table encore dressée pour 4, le gâteau d'anniversaire à moitié mangé, l'enregistreur toujours posé à côté des fleurs qui avaient probablement coûté $12 et représentaient toute l'étendue de leur gratitude pour tout ce que je leur avais donné. Demain, je commencerai à imaginer à quoi ressemblerait ma vie sans eux. Ce soir, je m'assiérai dans le fauteuil d'Harold et je me souviendrai de ce que c'était que d'être vraiment aimé par quelqu'un qui me voyait comme plus qu'un distributeur automatique avec une date d'expiration. Mais d'abord, j'avais un dernier appel à passer. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Martin Henderson. Martin, c'est Dolores. Oui, je sais qu'il est tard. Je voulais que vous sachiez que la réunion de famille s'est déroulée exactement comme prévu. Vous pouvez procéder au dernier transfert dont nous avons discuté. Quand j'ai raccroché, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le poids de leurs attentes, de leurs demandes, de leurs manipulations émotionnelles constantes était enfin enlevé de mes épaules. J'étais libre, et c'était exactement comme le cadeau qu'ils n'avaient jamais pris la peine de me faire, un amour et une acceptation inconditionnelle, en commençant par moi-même. Le silence a duré exactement 48 heures. Le samedi et le dimanche se sont passés dans un calme béat. Pas d'appel téléphonique, pas de visite surprise, pas de message texte manipulateur. Pour la première fois depuis des années, je me suis réveillé chaque matin sans le poids de leurs attentes m'écrasant. J'ai fait du café pour une personne, j'ai lu le journal sans interruption et je me suis occupé du jardin d'Harold sans que personne ne commente sur le fait que j'en faisais trop pour quelqu'un de mon âge. C'était le week-end le plus paisible que j'avais eu depuis la mort d'Harold. Mais le lundi matin a apporté la tempête que j'attendais. Le premier appel est arrivé à 7h15 alors que j'arrosais les roses. Le numéro de Livia a clignoté sur l'écran de mon téléphone et je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Le deuxième appel est arrivé 5 minutes plus tard, puis un autre. À 8 heures, elle avait appelé 12 fois. J'ai finalement répondu au 13e appel. Maman, Dieu merci. Sa voix était frénétique, désespérée. Nous devons parler. Tout ça est un malentendu. Quelle partie est le malentendu, ai-je demandé, m'installant dans le fauteuil d'Harold avec mon café. La partie où vous avez prévu de me faire déclarer mentalement incompétente, ou la partie où vous vouliez voler mon argent?
On n'allait rien voler, a-t-elle dit. Et je pouvais entendre des larmes dans sa voix. On essayait de te protéger. Me protéger de quoi? D'avoir le contrôle de ma propre vie? Maman, tu ne comprends pas à quel point tu es vulnérable. Il y a des gens qui s'en prennent aux femmes âgées. On voulait juste s'assurer que ça ne t'arrive pas, l'ironie était si épaisse que j'ai failli rire. Tu veux dire des gens comme vous? Ce n'est pas juste. On est ta famille. Tout ce qu'on a fait, c'était par amour. Amour, ai-je répété. C'est comme ça que tu appelles ça quand ton petit-fils de 17 ans dit à sa grand-mère que sa mort serait le meilleur cadeau d'anniversaire qu'elle pourrait lui faire? Axel n'est qu'un enfant. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Il l'a assez bien compris pour calculer combien d'argent il hériterait. Il l'a assez bien compris pour choisir une Tesla qu'il voulait acheter avec les bénéfices de ma mort. Le silence s'est étiré entre nous, rempli de toutes les vérités laides qu'aucune de nous ne pouvait reprendre. Maman, s'il te plaît, a murmuré Livia. Ne détruis pas notre famille pour ça. Je ne détruis rien, dis-je calmement. Je vois juste enfin ce qui était déjà détruit. Après avoir raccroché, je me suis fait une deuxième tasse de café et je me suis assise pour vérifier mes messages vocaux. Il y en avait 17. Livia suppliant. Quentin essayant de paraître raisonnable et professionnel. Axel, étonnamment, ne disant rien du tout. Mais c'est le 18e message qui a attiré mon attention, une voix que je ne reconnaissais pas, Madame Dolores Patterson, c'est Amanda Morrison des services de défense des personnes âgées. Nous avons reçu des rapports préoccupants sur votre bien-être, et nous aimerions programmer une visite de contrôle à votre convenance. Mon sang s'est glacé. Il n'avait pas perdu de temps. J'ai immédiatement appelé Martin Henderson. Dolores, dit-il en répondant dès la première sonnerie. J'attendais votre appel. Vous avez eu des visiteurs intéressants ce matin, n'est-ce pas? Comment le saviez-vous? Parce qu'ils m'ont appelé en premier. Votre gendre voulait savoir s'il y avait un moyen de contester les changements que vous avez faits à votre succession. Il semblait très préoccupé par votre état mental. Et que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que je travaille avec vous depuis 12 ans, que vous êtes toujours aussi vif d'esprit, et que toute tentative de remettre en question votre compétence serait confrontée à la documentation complète que nous avons préparée, y compris ces enregistrements. J'ai senti une partie de la tension quitter mes épaules. Et cette histoire de défense des personnes âgées? Procédure standard quand quelqu'un dépose un signalement. Ne vous inquiétez pas, le docteur Williams attend le rappel. Elle est prête à effectuer toute évaluation de compétences qu'il pourrait demander. Le docteur Patricia Williams, la gérontopsychiatre que Martin avait recommandée. Nous avions passé 2 heures ensemble le mercredi, au cours desquelles elle avait effectué un examen complet de l'état mental et m'avait déclaré non seulement compétente, mais remarquablement bien adaptée pour quelqu'un faisant face à l'exploitation familiale. Combien de temps cela va-t-il durer? Ai-je demandé. Jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils n'ont aucun fondement juridique et aucune chance de succès. Votre documentation est en béton, Dolores. Ils ne peuvent pas prouver que vous êtes incompétente parce que vous ne l'êtes pas. Et ils ne peuvent pas contester votre droit de changer votre testament parce que c'est votre argent et que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Après avoir raccroché avec Martin, j'ai décidé de faire un tour en voiture. J'avais besoin de sortir de la maison, loin du téléphone, loin des souvenirs de la confrontation de vendredi soir. Je me suis retrouvé à conduire jusqu'au cimetière où Harold était enterré, quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'anniversaire de sa mort 6 mois auparavant. Sa pierre tombale était en granit simple avec son nom, ses dates et l'inscription que nous avions choisie ensemble, époux et père bien-aimé. Je me suis assise sur le petit banc à proximité et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Tu aurais été si déçu d'eux, dis-je à l'air silencieux. Surtout d'Axel. Tu avais de si grands espoirs pour lui. Une douce brise a agité les feuilles du chêne qui ombrageait la tombe d'Harold, et je me suis souvenu de l'homme que j'avais épousé il y a 50 ans. Il avait 21 ans quand nous nous sommes rencontrés, travaillant dans la construction pour payer ses cours du soir. Il avait des mains calleuses et de grands rêves, et il m'aimait d'une protectivité féroce qui ne semblait jamais contrôlante. Tu disais toujours que la famille était tout, ai-je continué. Mais tu parlais de la vraie famille. Des gens qui choisissaient de s'aimer, pas seulement des gens qui partageaient le même ADN. Quand je suis rentré à la maison, il y avait 3 voitures dans mon allée. La Honda de Livia, la BMW de Quentin et une petite berline argentée que je ne reconnaissais pas. Par la fenêtre de mon salon, je pouvais voir des gens assis sur mon Porsche.
Je me suis garé dans le garage et je suis entré par la cuisine, espérant éviter la confrontation qui m'attendait dehors. Mais avant même que je puisse poser mon sac à main, la sonnette a retenti, encore et encore. Finalement, j'ai ouvert la porte pour trouver non seulement ma famille, mais une femme bien habillée d'une quarantaine d'années portant un presse-papier et arborant le genre d'expression professionnellement sympathique que les travailleurs sociaux perfectionnaient. Madame Patterson, je suis Amanda Morrison des services de défense des personnes âgées. Ce sont des membres de votre famille, je crois. Malheureusement, dis-je. Nous sommes ici pour effectuer une visite de contrôle. Votre famille a exprimé des inquiétudes concernant votre comportement récent et votre capacité de prise de décision. J'ai regardé par-dessus son épaule Olivia, Quentin et Axel se tenaient groupés comme des conspirateurs. Les yeux d'Olivia étaient rouges d'avoir pleuré. Quentin avait l'air d'essayer de résoudre un problème commercial complexe. Axel avait juste l'air maussade et en colère. Quel genre d'inquiétude, ai-je demandé à Amanda Morrison. Ils ont signalé que vous preniez des décisions financières erratiques, que vous êtes devenu paranoïaque et méfiante envers les membres de votre famille qui essaient de vous aider, et que vous pourriez souffrir d'une forme de démence ou de déclin cognitif lié à l'âge. J'ai reculé et j'ai ouvert la porte plus grand. S'il vous plaît, entrez. Tous. Nous nous sommes rassemblés dans mon salon comme des armées opposées. Amanda Morrison s'est assise au centre avec son presse-papier tandis que ma famille s'est arrangée sur le canapé en face du fauteuil d'Harold, où je me suis installé, les mains calmement jointes sur mes genoux. Madame Patterson, a commencé Amanda, votre famille craint que vous ayez récemment apporté des changements importants à votre planification successorale et à vos arrangements financiers. Pouvez-vous m'en parler? Certainement. J'ai découvert que ma famille prévoyait de me faire déclarer mentalement incompétente pour pouvoir voler mon argent et me mettre dans une maison de retraite. Alors, j'ai pris des mesures pour me protéger. Le stylo d'Amanda s'est arrêté sur son presse-papier. C'est une accusation très grave. Oui, en effet. Voulez-vous entendre les enregistrements? J'ai cherché dans mon sac à main, mais Quentin a interrompu. Vous voyez, c'est de ça qu'on parle. Elle est obsédée par ces prétendus enregistrements. Elle pense qu'on complote tous contre elle. Je ne pense pas que vous complotiez contre moi, dis-je calmement. Je sais que vous le faites parce que je vous ai entendu le faire. J'ai sorti mon enregistreur numérique et je l'ai posé sur la table basse. Madame Morrison, voulez-vous entendre exactement ce que ma famille a dit de moi quand ils pensaient que je ne pouvais pas les entendre? Amanda avait l'air mal à l'aise. Madame Patterson, je ne suis pas sûr que ce soit. S'il vous plaît, les jeux interrompus. J'insiste. Après tout, ce sont eux qui vous ont appelé ici parce qu'ils s'inquiètent de mon état mental. Je pense que vous devriez entendre ce qu'ils pensent vraiment de moi. J'ai appuyé sur lecture et la voix de Quentin a rempli mon salon. Une fois qu'elle y sera, on pourra obtenir une procuration. Prétendre qu'elle n'est pas mentalement compétente pour gérer ses propres finances. Les yeux d'Amanda se sont écarquillés. J'ai avancé rapidement jusqu'à une autre section. La clé est d'y aller progressivement. On ne peut pas précipiter ce processus ou ça aura l'air suspect. Au moment où j'ai atteint la voix d'Axel discutant de la somme d'argent qu'il hériterait à ma mort, la pièce était complètement silencieuse, à l'exception des preuves accablantes de leur conspiration. Amanda Morrison a regardé de l'enregistreur à ma famille et de nouveau à moi. Madame Patterson, depuis combien de temps êtes-vous au courant de ces discussions? Je documente des comportements préoccupants depuis des mois, dis-je. Mais j'ai surpris cette conversation particulière jeudi soir dernier, la veille du jour où j'ai changé mon testament. Vous avez changé votre testament en réponse à cela. Je me suis protégé en réponse à cela. Ne le feriez-vous pas? Amanda s'est tournée vers Livia. Madame, cet enregistrement est-il exact? Le visage de Livia était rouge de honte et de colère. C'est complètement sorti de son contexte. On discutait juste de ce qui arriverait si maman avait besoin de soins. Toutes les familles ont ces conversations. Vraiment? A demandé Amanda. La plupart des familles discutent-elles de faire déclarer leurs parents âgés incompétents et de les placer dans les établissements les moins chers possibles? On n'aurait jamais fait ça, a dit Quentin rapidement. On explorait juste les options. Pendant 27 minutes, ai-je ajouté, avec des calendriers et des stratégies très spécifiques. Amanda a pris plusieurs notes sur son presse-papier, puis m'a de nouveau regardé. Madame Patterson, pouvez-vous me parler des changements financiers que vous avez faits?
J'ai déplacé la plupart de mes actifs dans une fiducie protégée qui ne peut être utilisée que pour mes soins. J'ai nommé un service de tuteur professionnel pour superviser mes affaires si jamais je deviens incapable de le faire moi-même. Et j'ai changé mon testament pour laisser ma succession à des organisations caritatives au lieu de personnes qui me voient comme un obstacle à leur héritage. Et vous avez pris ces décisions volontairement, sans aucune pression ou influence extérieure. Complètement volontairement. En fait, je les ai prises spécifiquement pour éviter les pressions et influences extérieures. Amanda a passé 20 minutes de plus à me poser des questions sur mes activités quotidiennes, la gestion de mes médicaments, mes liens sociaux. J'ai répondu à tout clairement et en détail, faisant parfois référence à mon journal lorsque j'avais besoin de dates ou de détails spécifiques. Finalement, elle a fermé son presse-papier et s'est levée. Madame Patterson, sur la base de cet entretien, je ne vois aucune preuve de déclin cognitif, de démence ou de capacité de prise de décision altérée. Vous semblez être une adulte compétente qui a fait des choix rationnels pour se protéger de membres de sa famille qui, franchement, prévoyaient de vous exploiter. Livia s'est levée d'un bond. C'est ridicule. Vous allez juste la croire sur parole? Je vais me baser sur les preuves, a dit fermement Amanda, y compris les enregistrements de votre famille planifiant de frauder un parent âgé. Madame Patterson, voulez-vous que je dépose un rapport sur ces menaces? J'ai réfléchi un moment, regardant les 3 personnes qui avaient autrefois été le centre de mon monde. Ils avaient l'air effrayés maintenant, désespérés, comme des animaux acculés. Non, dis-je finalement. Je ne veux pas porter plainte. Je veux juste qu'ils me laissent tranquille. Amanda a hoché la tête. Je le noterai dans mon rapport, mais je dois vous conseiller que si ce comportement continue, s'il y a d'autres tentatives de vous harceler ou de vous intimider, vous devriez contacter immédiatement les forces de l'ordre. Après le départ d'Amanda, ma famille et moi nous sommes fait face dans le salon qui avait autrefois été rempli de fêtes d'anniversaire, de matins de Noël et de dîners dominicaux ordinaires. Tu es contente maintenant, a demandé Axel, la voix amère. Tu as retourné tout le monde contre nous. Je n'ai retourné personne contre vous, dis-je. J'ai juste arrêté de prétendre que ce que vous faisiez était acceptable. Ce n'est pas fini, a dit Quentin, son masque professionnel s'effritant complètement. Tu ne peux pas simplement couper les ponts avec ta propre famille. Regarde-moi faire, ai-je répondu. Ils sont partis sans un mot de plus, et j'ai verrouillé la porte derrière eux. Puis je suis allé jusqu'au fauteuil d'Harold, je me suis assise et je me suis enfin autorisé à pleurer. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Le pire était passé. Ils avaient joué leur dernière carte et perdu. Maintenant, je pouvais commencer le reste de ma vie. Mais d'abord, j'avais un dernier enregistrement à faire. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon avocat. Robert, c'est Dolores. Je veux ajouter un codicille à mon testament. Si un membre de ma famille conteste la succession ou tente de me faire déclarer incompétente, il perd tout droit de contester les dons de bienfaisance. Je veux m'assurer qu'ils comprennent que se battre contre moi ne fera qu'empirer les choses pour eux. Considérez que c'est fait, a-t-il dit. Dolores, ça va? J'ai regardé autour de ma maison silencieuse les photos d'Harold et moi, le jardin visible par la fenêtre où les roses fleurissaient sans que personne ne me dise que j'étais trop vieille pour m'en occuper. Je suis parfaite, dis-je. Et pour la première fois depuis des années, je le pensais. 7 mois plus tard, j'étais dans ma nouvelle cuisine, préparant du café pour 2. Le soleil du matin filtrait par les fenêtres orientées à l'est au lieu de l'ouest, illuminant un espace plus petit, mais qui semblait infiniment plus grand que la maison que j'avais quittée. J'avais vendu la maison familiale 3 semaines après la confrontation, non pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que j'avais besoin de liberté. Chaque pièce de cette maison était hantée par les souvenirs de personnes qui ne m'avaient jamais vraiment aimé, et par les fantômes de la femme que j'étais autrefois, celle qui avait confondu soutien financier et obligation maternelle. Ma nouvelle maison était un charmant cottage de 2 chambres dans une communauté de retraités appelée Willowbrook Gardens. Ce n'était pas l'un de ces lieux institutionnels stériles que ma famille avait recherché. C'était plutôt un quartier animé de personnes âgées indépendantes qui avaient choisi de vivre les unes près des autres pour la compagnie et la sécurité, non pas parce qu'elles avaient besoin de soins. La sonnette a retenti à 8 heures précises, comme tous les mardis matins. Bonjour, rayon de soleil, a appelé Margaret Winters en entrant avec la clé de rechange que je lui avais donnée. Margaret avait 72 ans, une enseignante à la retraite qui vivait 3 maisons plus loin et était devenue mon amie la plus proche dans cette nouvelle vie que je m'étais construite. Bonjour, Maggie, ai-je répondu,
versant du café dans 2 tasses dépareillées que j'avais achetées dans une poterie locale. Prête pour notre aventure? Nous avions commencé à faire des excursions d'une journée ensemble 6 semaines après mon emménagement. Aujourd'hui, nous nous rendions dans une petite ville à 90 minutes de route, célèbre pour ses antiquaires et son marché fermier. Des plaisirs simples, mais qui semblaient révolutionnaires après des années à organiser ma vie autour des exigences des autres. As-tu vu l'article dans le journal de ce matin? A demandé Maggie, s'installant à ma table de cuisine avec son café. Elle a sorti un journal plié et a montré un petit article dans la section locale. Axel Patterson, 18 ans, arrêté pour conduite en état d'ivresse, véhicule saisi. L'article ne faisait que 3 phrases, mais il racontait une histoire complète. Je n'ai rien ressenti. Aucune envie d'appeler pour offrir mon aide. Aucune culpabilité de ne pas être là pour le faire sortir de prison. Aucune responsabilité de nettoyer le désordre qu'il avait créé. Ça va? A demandé Maggie doucement. Elle connaissait mon histoire, savait pourquoi j'avais déménagé ici et coupé les ponts avec ma famille. Je suis parfaite, dis-je, et je le pensais complètement. Il avait fallu du temps pour en arriver là. Le premier mois après la confrontation avait été difficile, rempli de moments où j'avais presque pris le téléphone pour appeler Livia, où je m'étais surprise à mettre la table pour 4 personnes au lieu d'une. 66 ans de réponses programmées ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais progressivement, le silence avait cessé de paraître vide et avait commencé à être paisible. L'absence de crise avait cessé de paraître étrange et avait commencé à être normale. La liberté de faire mes propres choix sans tenir compte des réactions de tout le monde avait cessé de paraître égoïste et avait commencé à être saine. Des nouvelles de ta fille? A demandé Maggie alors que nous nous préparions à partir. Elle a arrêté d'appeler il y a environ 2 mois, dis-je, rassemblant mon sac à main et ma veste. Je pense qu'elle a finalement réalisé que je n'allais pas changer d'avis. Il y avait eu quelques tentatives désespérées de réconciliation. Livia avait envoyé une carte d'anniversaire en janvier, pour mes 67 ans, avec une longue lettre prétendant qu'elle comprenait maintenant à quel point ils avaient eu tort, à quel point je leur manquais, comment ils avaient appris leur leçon. Mais la lettre était pleine d'allusions subtiles à leurs difficultés financières, de suggestions soigneusement formulées que je pourrais peut-être aider un peu pendant qu'ils se remettaient sur pied. Je l'avais jetée sans répondre. Quentin avait essayé une approche plus directe, se présentant à mon ancienne maison avant de réaliser que je l'avais vendue. Les nouveaux propriétaires lui avaient donné les coordonnées de mon avocat, et Robert Chen l'avait informé que toute nouvelle tentative de me contacter serait considérée comme du harcèlement. Axel n'avait rien fait. Pas d'appel, pas de lettre, pas de tentative d'excuse. D'une manière étrange, son silence était la réponse la plus honnête de toutes. Il ne m'avait jamais vraiment connu en tant que personne, seulement comme une source d'argent. Sans cette fonction, je n'existais tout simplement pas pour lui, et ça m'allait très bien. Maggie et moi avons traversé la campagne, passant devant des fermes et des forêts qui commençaient à peine à montrer leur couleur d'automne. Elle m'a parlé de ses petits-enfants, de vrais petits-enfants qu'il appelait parce qu'ils voulaient entendre sa voix, pas parce qu'ils avaient besoin d'argent. Des enfants qui venaient lui rendre visite parce qu'ils appréciaient sa compagnie, qui lui apportaient des dessins qu'ils avaient faits à l'école et restaient déjeuner juste pour passer du temps ensemble. Tu sais ce que j'ai réalisé, dis-je alors que nous entrions sur le parking du marché fermier. J'ai passé tant d'années à pleurer la famille que je pensais avoir que je ne me suis jamais autorisé à construire la vie que je voulais vraiment. Et que voulais-tu? A demandé Maggie. J'y ai pensé alors que nous nous promenions parmi les stands des vendeurs, passant devant des étalages de légumes frais, de confitures maison et de bijoux artisanaux. Je voulais compter pour quelqu'un. Pas à cause de ce que je pouvais leur donner, mais à cause de qui j'étais. Et est-ce que tu comptes pour quelqu'un? J'ai regardé autour de moi le marché animé, les vendeurs qui connaissaient mon nom et me demandaient des nouvelles de ma semaine, les autres clients qui étaient devenus des amis occasionnels au fil des mois où j'étais venu ici, Maggie, qui m'avait invité à rejoindre son club de lecture, son groupe de marche et ses activités de bénévolat au refuge pour animaux local. Oui, dis-je. Je compte pour moi, et il s'avère que c'est suffisant. Nous avons passé la matinée à flâner dans les antiquaires, ne cherchant rien en particulier, mais appréciant les histoires derrière les vieilles photographies, les bijoux vintage et les meubles qui avaient survécu aux familles qui les avaient autrefois possédés. J'ai acheté une petite boîte en bois qui avait autrefois contenu les lettres précieuses de quelqu'un, pensant que je pourrais l'utiliser pour ranger les entrées de journal que j'écrivais sur ce nouveau chapitre de ma vie. Pendant le déjeuner dans un petit café, Maggie a posé la question que j'attendais depuis des mois. Le regrettes-tu parfois? D'avoir complètement coupé les ponts avec eux.
J'ai réfléchi à cela en mangeant ma soupe et en observant les autres clients autour de nous. Des couples qui se tenaient la main par-dessus la table. Des familles où la conversation coulait naturellement. Où le rire semblait sincère au lieu d'être joué. Des gens qui appréciaient clairement la compagnie des autres. Je regrette que ce fût nécessaire, dis-je finalement. Je regrette que les personnes que j'aimais le plus au monde m'aient vu comme rien de plus qu'une ressource à exploiter. Je regrette d'avoir passé tant d'années à trouver des excuses à un comportement inexcusable. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté, mais je ne regrette pas de m'être protégé. Je ne regrette pas d'avoir choisi mon propre bien-être plutôt que leur convenance. Et je ne regrette pas d'avoir découvert ce que ma vie pouvait être quand elle est vraiment la mienne. Sur le chemin du retour, j'ai parlé à Maggie de la lettre que j'avais reçue la semaine précédente de l'hôpital pour enfants. Ils avaient utilisé une partie de mon don pour financer une nouvelle salle de jeu dans le service de pédiatrie, et ils avaient envoyé des photos d'enfants qui faisaient face à des maladies graves, mais qui trouvaient encore des raisons de sourire, de rire et de jouer. Cet argent fait quelque chose de beau maintenant, dis-je. Il apporte de la joie aux enfants qui en ont besoin au lieu de financer des adultes ayant un sentiment de droit qui ne le méritent pas, ton mari serait fier, a dit doucement Maggie. J'ai pensé à Harold, à l'homme qui m'avait aimé inconditionnellement pendant 44 ans et ne m'avait jamais fait sentir que ma valeur était liée à mon compte en banque. S'il pouvait me voir maintenant, vivant dans une maison remplie de paix au lieu d'obligations, entouré d'amis qui choisissaient ma compagnie au lieu de parents qui toléraient ma présence, je savais qu'il approuverait. Ce soir-là, alors que j'étais assise dans mon nouveau fauteuil préféré à lire un livre que j'avais choisi par plaisir plutôt que par obligation, mon téléphone a sonné. Pendant un instant, mon cœur a bondi, pensant que ce pourrait être des nouvelles de la famille. Mais l'identifiant de l'appelant montrait le numéro du bureau principal de Willowbrook Gardens. Dolores, c'est Nancy du centre communautaire. Nous cherchons toujours quelqu'un pour coordonner notre collecte de cadeaux de Noël pour le refuge pour femmes locales. Êtes-vous intéressé? Je faisais plus de bénévolat depuis mon déménagement, trouvant des moyens d'utiliser mon temps qui semblait significatif plutôt qu'obligatoire. La collecte de cadeaux impliquerait d'organiser les dons, de coordonner avec le personnel du refuge et d'aider à distribuer les cadeaux aux femmes et aux enfants qui recommençaient leur vie après avoir quitté des situations dangereuses. Des femmes qui, comme moi, avaient découvert que parfois, s'éloigner de la famille était la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. J'adorerais aider, dis-je. Après avoir raccroché, je suis allé à ma fenêtre et j'ai regardé le petit jardin que j'avais commencé derrière le cottage. Ce n'était rien comparé à l'aménagement paysager élaboré qu'Harold et moi avions créé à l'ancienne maison, mais ces fleurs étaient les miennes seules. Je les avais plantées, entretenues, je les avais vues grandir sans que personne ne commente si j'en faisais trop pour quelqu'un de mon âge. Demain, je commencerai à planifier la collecte de cadeaux. La semaine prochaine, je ferai une autre excursion d'une journée avec Maggie. Peut-être visiter ce musée d'art dont elle parlait. Le mois prochain, j'organiserai le dîner de Thanksgiving pour mes amis du club de lecture, créant de nouvelles traditions qui n'avaient rien à voir avec l'obligation, la culpabilité ou la manipulation financière. Je n'avais aucune idée de ce que ma famille faisait pour les vacances. Je ne savais pas si Axel avait appris quelque chose de son arrestation pour conduite en état d'ivresse, ou si Livia et Quentin avaient trouvé comment gérer leurs finances sans mes contributions mensuelles. Je ne savais pas s'ils pensaient à moi, si je leur manquais, ou s'ils étaient déjà passés à une autre source de soutien. Et pour la première fois de ma vie, je m'en fichais. J'avais 67 ans, et je vivais enfin pour moi-même. J'avais des amis qui appréciaient mes opinions, des activités qui me dynamisaient, et un avenir qui s'étendait devant moi rempli de possibilités au lieu d'obligations. J'ai repensé aux commentaires cruels d'Axel qui avait déclenché tout ce voyage. Le meilleur cadeau d'anniversaire que tu pourrais me faire serait que tu meures enfin pour qu'on puisse se partager l'argent. D'une certaine manière, il avait eu raison. La femme qui avait vécu pour servir leurs besoins, qui avait confondu amour et soutien financier, qui avait accepté des miettes d'affection en échange d'un don constant, cette femme était morte. Et ce qui était sorti de ses cendres était quelqu'un de plus fort, de plus sage et infiniment plus précieux. Quelqu'un qui avait finalement appris que la relation la plus importante que l'on puisse avoir est celle que l'on a avec soi-même. Debout dans ma propre cuisine, dans ma propre maison, entouré de mes propres choix, j'ai levé ma tasse de café pour porter un toast à la femme que j'étais devenue. Joyeux anniversaire à moi, dis-je à la pièce vide qui semblait plus pleine que n'importe quelle réunion de famille bondée ne l'avait jamais été. Et quelque part, j'en étais sûr, Harold souriait. Maintenant, je suis curieuse de vous connaître, vous qui avez écouté mon histoire.
Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Et en attendant, je laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les favorites de la chaîne, et elles vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.